nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un grand nom de l'immobilier et sa femme vivent la belle vie. Ils avaient de l'argent, se payaient du bon temps et avaient une vie sociale très riche. Jusqu'à un crime inimaginable. Il ne s'était jamais produit une chose pareille à Munster. Derrière ce crime, un suspect improbable. Il se croyait supérieur jusqu'à ce qu'il soit pris la main dans le sac. Ce n'est pas lui. Comment croire qu'il est putié pour de l'argent? Une histoire de cupidité et de malveillance, avec une touche d'ambiguïté et de surprise. C'est maintenant dans Crime en haute société. Bonjour l'Indiana, il va bientôt être 9 h. La journée promet d'être belle. Vous écoutez WGOB, votre radio locale. Munster est une petite ville tranquille. Il y a beaucoup de grosses propriétés. Ça se voit qu'il y a de l'argent. Une jolie petite ville très arborée et avec de très belles maisons. Il y avait très peu de crimes à Munster. Il n'y avait jamais eu de meurtre, et ça ne semblait pas possible. Le 9 novembre 1989, un bruit inhabituel surprend les résidents de cette banlieue chic de Chicago. C'était juste avant 9 h. La police a reçu un appel signalant des coups de feu. La police se précipite sur les lieux. Le premier policier est tombé sur Mark. Il criait, il saignait. Le jeune homme déclare s'appeler Mark Levin. Il a failli tirer sur Mark, car il ne savait pas qui il était, ni s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Mark raconte aux policiers que ses parents ont été tués et que le tireur s'est enfui. Dans le salon adjacent, les policiers trouvent la mère de Mark, Marsha Levin, 53 ans, entre la vie et la mort. Elle présentait 2 blessures, l'une à la poitrine et l'autre au visage. De l'autre côté du couloir, il trouve son mari, un magnat de l'immobilier, Donald Levin, également entre la vie et la mort. Donald Levin avait 2 blessures, une à la poitrine et l'autre sur le côté de la tête. Une fois les victimes transportées d'urgence à l'hôpital, les policiers fouillent la maison pièce par pièce, à la recherche d'indices. Je me souviens avoir fouillé la maison. C'était une belle maison à l'intérieur, immaculée. La scène du crime en disait long. Le crime avait été aussi brutal et méthodique que prémédité. En parcourant la maison, c'était surréaliste. On pouvait voir où ils avaient été blessés grâce aux projections de sang. Dans la cuisine, la police tente d'interroger Mark. Mais bizarrement, il refuse de parler avant d'avoir passé quelques coups de fil. Mark nous a raconté qu'il était dehors en train de charger sa voiture parce que c'était un grand jour pour lui. Il venait d'obtenir son diplôme de droit et il devait aller prêter serment à Chicago en compagnie de tous les nouveaux avocats. Quand soudain, raconte-t-il, une voiture bleue se gare devant la maison. Bonjour, j'ai un colis pour Marsha Levin. Mark est rentré et a dit à sa mère, « C'est bizarre, il y a un type qui vient livrer un paquet, mais il ne porte pas d'uniforme et il n'a pas de camion. » Signé ici. L'individu pointe son revolver sur Mark. À genoux. Et quand Mark se baisse, il le frappe violemment derrière la tête. Mark perd connaissance quelques instants. À son réveil, il entend sa mère crier, ainsi qu'un coup de feu.
Il a couru de l'autre côté de la rue. Il ignorait ce qui s'était passé avec ses parents, mais il est tout de suite sorti chercher de l'aide. La maison des Levine était située juste en face d'une école primaire. Un individu plein de sang est alors entré dans l'école, ce qui a traumatisé beaucoup d'enfants. Mark appelle la police depuis une cabine téléphonique. Il ressort de l'école, aperçoit le tueur s'en aller en voiture et rentre chez lui. Les policiers sont en train de recueillir des détails quand on apprend que les parents de Mark sont décédés. Jusqu'au meurtre des Levine, l'événement le plus marquant qui s'était jamais produit dans une petite ville de l'Indiana était la naissance du compositeur Cole Porter. Alors, un double meurtre à Munster, la communauté a de quoi être terrifiée. Depuis le tout début, on voyait que ce n'était pas normal. Ce n'était pas juste un homicide. La tension était palpable dans toute la ville. Comment une chose pareille avait-elle pu se produire dans cette petite ville tranquille? Il y a eu beaucoup de pression sur la police pour résoudre l'enquête. Derrière la porte d'entrée, les enquêteurs trouvent leur premier indice. Mark avait déclaré qu'il avait dû signer pour recevoir une enveloppe. Elle avait visiblement été lâchée par terre. Quand la porte s'est ouverte, l'enveloppe avait été poussée entre la porte et le mur. Dans la précipitation, le meurtrier avait oublié qu'il l'avait laissé là. La recherche de preuves continue. Les enquêteurs questionnent les voisins, tous réunis dehors. On récoltait beaucoup d'informations de la part des voisins et des parents qui déposaient leurs enfants à l'école. Des témoins déclarent avoir entendu des coups de feu avant de voir un jeune homme sortir de la maison en criant. Juste après lui, un deuxième homme est sorti à son tour. En arrivant à sa voiture, il a frappé violemment le capot. L'homme tourne dans le quartier comme s'il était perdu, avant de s'enfuir. Quelqu'un du coin n'aurait pas fait ça. C'était comme si quelqu'un était venu faire un travail. La police lance un avis de recherche avec un portrait robot et une description de la voiture. Un homme plutôt costaud, avec une barbe. Il conduisait une voiture bleue d'une marque courante. La recherche qu'on a lancée dans tous les postes de police nous a mis sur 800 pistes possibles. Nous étions à la recherche d'un inconnu. Quelqu'un qui avait commis ces crimes horribles dans notre petite ville tranquille, avant de disparaître comme il était arrivé. 2 millionnaires à la morgue. Aucun mobile apparent. Et maintenant, un homme barbu et joufflu, doté d'un mauvais sens de l'orientation. Le mystère de Munster reste entier. It happened at 9 this morning in this fashionable Munster neighborhood. A man claiming to be a delivery person got Mark Levine to let him into the family home. But once inside, Levine was ordered on the floor and struck on the head with a gun. Mark's parents were also home. The assailant then proceeded into the house and shot both Mrs. Marcia R. Levine, age 53, and Donald Levine, age 55. On en parlait partout. On ne parle de nous dans les journaux de Chicago que lorsqu'il se passe vraiment quelque chose d'important. This investigation is ongoing. We are continuing to determine if other parties were involved in this killing. That is one aspect of this case that needs to be resolved. C'était un quartier chic et tranquille. Alors un double meurtre en plein jour, ça a fait beaucoup de bruit. Avant cet événement, le dernier meurtre qu'on avait connu remontait à 8 ans auparavant. La police n'avait pas eu à résoudre beaucoup de meurtres, car ce genre de choses n'arrivait pas à Munster. Cette affaire faisait beaucoup jaser, car avant tout, ça se passait à Munster, dans l'Indiana. Il n'y a quasiment pas de meurtre à Munster. Et en particulier dans ce milieu-là. Qui avait bien pu faire ça? Ils étaient très respectés dans leur communauté. Leurs voisins et leurs amis les appréciaient beaucoup. Et ils ont tous été très choqués par ce qui leur est arrivé. Quelques jours après les meurtres, Donald et Marcia sont enterrés.
À la surprise générale, leur fils Mark est absent. Mark était une victime, mais il avait un comportement étrange. Il ne s'est pas senti capable d'aller à l'enterrement de ses parents. Il pensait être en danger. Il était persuadé que le meurtrier allait tout faire pour finir son travail. En tant qu'unique héritier de la fortune de son père, s'élevant à 25 millions de dollars, Mark fait immédiatement l'objet de soupçons. 3 personnes à la maison, une seule a survécu. Que s'était-il passé? Cet homme nous cachait peut-être quelque chose. Mark aurait pu également être une cible, mais il a survécu. Comment ça se fait? Les parents ont été tués, mais Mark n'a reçu qu'un coup sur la tête. Pourquoi n'a-t-il pas aussi été tué? Non seulement il évite les funérailles de ses parents, mais il commence à s'entourer de gardes du corps armé. Très vite, il va commencer à se cacher et à s'entourer de gardes du corps. Quand il commence à s'occuper des affaires de la société de son père, les soupçons de la police grandissent. Les policiers demandent à Mark de se soumettre au détecteur de mensonges, ce à quoi il consent. Le détecteur de mensonges n'a rien donné. Mark était trop nerveux. Sur le papier, Mark Levine représente l'enfant modèle. Fils dévoué, travailleur, diplômé de droit de l'université de Yale. Mais son comportement est tellement étrange que soit il a quelque chose à cacher, soit le coup qu'il a reçu sur la tête était vraiment trop fort. Il avait clairement un mobile pour le meurtre de ses parents, mais les blessures dont il avait été victime étaient particulièrement graves. Mark idolâtrait ses parents, et c'était réciproque. Il était difficile d'imaginer que Mark ait pu les tuer. Tout en gardant un œil sur Mark, les enquêteurs étendent leurs recherches à d'autres suspects. On s'est d'abord demandé qui donc détestait Donald à ce point. Donald était un entrepreneur très agressif. Avait-il des ennemis? C'est la première chose qu'on a considérée. Au dire de tous, Donald et Marsha menaient une vie de rêve. Fils d'un riche fourreur, Donald a été élevé sur la côte chic de Long Island avec ses 2 petits frères, Robert et Billy. Plus tard, Donald intègre l'université du Wisconsin. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Marsha Postrow. À la fin des années 50, le couple s'installe à Chicago où Donald commence sa carrière dans l'immobilier. C'était un homme influent, un homme d'affaires impitoyable, capable de décrocher des contrats que personne n'avait réussi à obtenir auparavant. Pendant les années 70, Donald construit son empire et s'impose sur le marché de Chicago. Mais il nourrit une passion encore plus grande que celle qu'il a pour les affaires. Ils étaient extrêmement dévoués à Mark, leur fils unique. Il s'impliquait beaucoup dans son avenir, dans ses études et dans tout ce qu'il faisait. Il était traité comme un prince. Quand Mark part pour la fac, Marsha s'engage dans des associations caritatives et Donald développe et diversifie ses affaires. Donald Levine travaillait dans plusieurs États. Parfois, il s'occupait de projets immobiliers, parfois d'investissements dans des mines d'or ou des centres commerciaux. Mais les enquêteurs découvrent que Donald n'est pas toujours très tendre. On nous l'a décrit comme particulièrement dur. Il voulait que les choses soient faites à sa façon. Donald était un homme d'affaires astucieux et il se mettait beaucoup de gens à dos. Apparemment, son caractère difficile a fini par vraiment énerver quelqu'un. On a commencé à parler de la mafia, car ça ressemblait à leur façon de faire. Et des rumeurs couraient insinuant que Donald était lié à la mafia de Chicago. On a commencé à penser à une histoire de business. Il avait dû se fâcher avec la mauvaise personne. Mais dernièrement, Donald avait changé son terrain d'action. Il ne s'intéressait plus au Midwest, mais au Southwest. À l'époque où Donald a été tué, il était en train d'acheter une maison à Scottsdale et travaillait sur un projet immobilier dans l'Arizona. Ses 2 frères, Robert et Billy, vivaient déjà dans la banlieue chic de Phoenix, à Paradise Valley, où Robert possédait sa propre société immobilière.
Phoenix était une ville en plein essor. Et comme son frère Robert était en train d'y développer une société florissante, Donald voulait qu'il s'associe afin de faire passer cette affaire au niveau supérieur. Les deux frères chercheurs d'or s'associent dans le Southwest. Le marché de l'immobilier dans l'Arizona se porte comme un charme, soit. Mais ceux qui connaissent ces deux frères voient cette association d'un très mauvais œil. Robert était un frimeur invétéré, le genre de type qui affiche le fait qu'il pèse plusieurs millions de dollars. Mais quand on creusait un peu, on voyait qu'il ne faisait pas grand-chose. Robert brassait du vent. C'est Donald qui était le président. Donald fait des allers-retours vers Chicago tout en maintenant un lien étroit avec le bureau de Phoenix. Robert était là pour gérer la propriété et être l'assistant de Donald. Robert gérait le bureau de Phoenix et Donald s'occupait de l'argent. Ce partenariat est un succès. Robert mène la grande vie. Costumes sur mesure, vacances luxueuses, villas sur les hauteurs de la ville. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Il y a toujours des problèmes quand une affaire est florissante avec beaucoup d'argent et d'investissement en jeu. Les enquêteurs apprennent qu'à l'été 1989, les choses ont mal tourné. Robert est alors parti pour un mois de vacances en Italie. Donald était venu nous surveiller à Phoenix. Et il en a profité pour vérifier les livres de compte. Donald découvre alors qu'il manque 275 000 $ sur un compte. Il a commencé à s'énerver et à crier, en traitant Robert de tous les noms. En escroquant la société, c'était comme si son frère l'avait escroqué lui. Le personnel du bureau de Phoenix a appelé Robert en Sicile. Mais il a répondu que ce n'était rien, qu'il expliquerait tout à son retour. Donald s'est lancé dans une nouvelle diatribe et a commencé à proférer des menaces. Dites-lui que je lui coupe les vivres. Dites-lui que je vais faire ci ou ça. Les enquêteurs apprennent que Donald déménage pour redresser la situation. Donald avait décidé que Robert travaillerait pour lui et toucherait un salaire. Mais tous ses pouvoirs lui avaient été retirés. Robert s'était enrichi grâce à Donald. Et il était sur le point d'être évincé de la compagnie. Il allait perdre son gagne-pain. C'est là qu'on a commencé à comprendre. On y a vu un mobile pour ces crimes. Un très bon mobile. Entre les comptes truqués et la rivalité entre frères, la police doit se demander... Et Bob alors? L'oncle Robert a maintenant rejoint son neveu Mark sur la liste des suspects. La piste familiale est maintenant privilégiée. La pression monte dans l'enquête sur les meurtres de Donald et Marsha Levine. Les policiers se retrouvent face à deux possibilités. Soit Mark a tenté de toucher son héritage avant l'heure, soit le frère de Donald, Robert, a voulu reprendre la direction de la société de la manière la plus rapide qui soit. Enfin, les enquêteurs trouvent une première piste tangible. À l'intérieur de l'enveloppe du tueur, il y avait une carte sur laquelle l'aéroport de Midway était entouré. Notre instinct nous indiquait donc que le suspect était arrivé en avion et avait dû louer une voiture. Nous avons interrogé de nombreuses compagnies de location de voitures et un jour, l'une d'elles nous a rappelé. Une voiture de location semble correspondre à la voiture vue sur la scène de crime. 4 voitures bleues de la marque en question avaient été louées ce jour-là depuis cet aéroport. L'employé nous a lu cette liste et le troisième nom était Robert Levine. Barbu et costaud, Robert répond à la description de l'homme armé. Mais quand la police l'interroge, il produit un alibi en béton. On découvre que la veille au soir, Robert dînait avec tout un groupe de gens dans un grand restaurant de Phoenix. Les enquêteurs changent leur fusil d'épaule. Est-ce une fausse piste? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore trouvé? Les enquêteurs regardent de plus près le contrat de location portant la signature de Robert. On savait qu'il nous manquait une pièce du puzzle.
En regardant de plus près le contrat de location, on a trouvé un numéro de téléphone qui n'était pas celui de Robert Levine. Le numéro de téléphone avait un préfixe de Phoenix. Nous nous sommes mis en relation avec la police de Phoenix et nous avons fini par trouver que le numéro de téléphone était celui d'un certain Bruce McKinney, à Phoenix. C'est là qu'on a commencé à se concentrer sur M. McKinney. Ils lancent une enquête et apprennent que Bruce McKinney est marié, père de famille et travaille comme sculpteur sur bois dans un parc d'attractions. Il n'a été arrêté qu'une fois. Bruce McKinney n'avait pas de casier criminel. Il n'avait été arrêté qu'une fois pour possession de cannabis. Ce n'était pas grand-chose. Puis, ils ont accès au dossier de McKinney. Quand j'ai vu le permis de conduire de Bruce McKinney et sa photo prise par la police de Phoenix, j'ai vu clairement que ces deux photos correspondaient au portrait robot. C'était flagrant. On trouve également un autre lien. En interrogeant les employés de la compagnie des Levine, on s'aperçoit que Bruce McKinney serait un ancien employé. Apparemment, Bruce McKinney avait été engagé sur les recommandations de Billy, le plus jeune des trois frères. Mais son rôle dans la compagnie, personne ne le connaît. Il venait souvent au bureau. Il était supposé travailler sur le développement de projets à Tucson. Je me souviens avoir demandé ce qu'il faisait là, mais personne ne savait. Que venait-il faire? Il venait, il entrait dans le bureau de Robert et la porte se refermait derrière lui. Comment ce fumeur de joint apathique s'est-il fait une place dans le cercle très fermé des Levine? Les frères avaient-ils eu soudainement besoin d'un sculpteur sur bois? Ou alors se tramait-il quelque chose de beaucoup plus sinistre? On a compris que Robert et Bruce McKinney n'étaient pas des amis. Bruce était bien différent des amis habituels de Robert, et il ne semblait pas être à sa place. Alors qu'est-ce qui les unissait? Aucune idée. Mais il y avait ce lien indéniable, celui du contrat de location de voiture. Les enquêteurs cherchent davantage d'indices sur l'enveloppe que le livreur avait présentée à Mark Levine. Premièrement, ils découvrent une série d'empreintes, puis une autre piste. Le colis venait d'arriver d'un hôtel de Hammond, à 8 km à peine de chez les Levine. Nous sommes allés à l'hôtel pour découvrir qui était arrivé tard la veille au soir et était reparti tôt le lendemain matin. Les crimes ont eu lieu tôt le matin, et seules 5 personnes étaient parties de l'hôtel avant 8 heures. L'un de ces 5 clients est un certain Paul Barrett. Il vient de Floride. La police trouve un indice sur sa fiche de renseignement. Son adresse est l'ancienne adresse de McKinney, dans l'Arizona. Les enquêteurs passent au crible les registres des vols à la recherche de son nom. Nous avons découvert qu'un billet aller-retour au nom de Paul Barrett avait été utilisé depuis Phoenix la veille au soir du meurtre. Le dossier de Bruce McKinney dont dispose la police est envoyé en urgence à Munster. Ils ont envoyé ces empreintes par avion jusqu'à Chicago. C'est l'inspecteur Strubeck qui les a emportées directement au laboratoire. Les empreintes sur le billet correspondaient parfaitement aux empreintes de M. McKinney. C'est une grande étape franchie pour les enquêteurs de Munster. Mais alors qu'ils pensent détenir le coupable grâce aux empreintes de McKinney, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Un mois après le terrible double meurtre des Levine, les enquêteurs trouvent enfin une preuve solide reliant Bruce McKinney à la scène de crime. Mais il leur manque toujours le mobile. Une fois toutes ces pièces réunies et que tout concordait, on savait qu'on tenait Bruce McKinney. Mais on continuait à se demander pourquoi il avait fait ça. Robert avait été indifférent avec son frère Donald et McKinney connaissait Robert. On avait un mobile, on avait une opportunité, Robert et Bruce se connaissaient, plusieurs témoins les avaient vus ensemble. Plusieurs mois après les meurtres, la police arrête Bruce McKinney et interroge Robert. Nous voulions que tout soit fait en même temps. Nous ne voulions surtout pas que Bruce McKinney et Robert puissent se parler avant qu'on les ait tous les deux en garde à vue.
Bruce McKinney refuse de parler. Il était assisté d'un avocat commis d'office et ils ont refusé de parler de Robert Levine. Contrairement à Bruce McKinney, qui reste muet comme une tombe, Robert Levine n'arrête pas de parler. Un vrai moulin à paroles. Mais malgré tout ce boniment, on n'apprend rien de nouveau. Il donnait des réponses tous azimuts. Il tournait autour du pot sans jamais répondre aux questions. Il essayait de trouver qui avait bien pu être impliqué, depuis des syndicalistes en passant par des relations professionnelles ou de mauvaises fréquentations. Ma seule impression à son sujet, c'était qu'il mentait. Notre but était de découvrir pourquoi Bruce McKinney avait commis ces meurtres. Il a été extradé dans l'Indiana pour y être inculpé. Mais les mois passent et McKinney refuse toujours de parler. Le parquet place la barre haut et requiert la peine de mort. Il a regardé son avocat, certainement en repensant à toute cette histoire et à la façon dont avait été menée l'enquête. C'est alors qu'il s'est dit qu'il serait dans son propre intérêt de collaborer et d'échapper ainsi à la peine de mort. Je me souviens de lui, de l'autre côté de la table, durant l'interrogatoire. On s'est serré la main. Sans émotion particulière, il s'est assis et il m'a expliqué calmement comment il était entré dans une maison et avait tué 2 personnes de sang-froid. C'était incroyable. Bruce McKinney déclare enfin que Robert lui a offert $1 million pour faire ce travail. Puis ils ont élaboré un plan. Bruce McKinney et Robert avaient fait ensemble un voyage de préparation et observé la maison. Ils avaient loué une voiture avec la carte de crédit de Robert Levine et son permis de conduire de l'Arizona. Robert Levine avait fait visiter le quartier à Bruce McKinney et lui avait décrit la maison et la disposition des pièces. Puis, Bruce McKinney déclare que Robert lui a indiqué le meilleur moment pour frapper. Robert Levine lui a dit que Mark Levine serait chez lui la nuit du mercredi 8 novembre et le matin du jeudi 9 novembre, jour où il allait partir pour Chicago. Bruce McKinney déclare qu'il a reçu des instructions précises afin que la fortune des Levine reste dans la famille. Robert lui avait indiqué l'ordre dans lequel les victimes devaient mourir. Mark devait mourir le premier, car sans lui, il n'y avait plus aucun descendant. Puis, Marsha devait mourir. Ensuite, c'était au tour de Donald. Si Donald mourait le dernier, alors c'est bien reviendra à Robert. Quand Mark s'enfuit, Bruce McKinney fuit la scène de crime, se débarrasse de l'arme et appelle Robert. Les enquêteurs veulent savoir pourquoi il n'a pas poursuivi Mark afin de terminer le travail. Bruce McKinney a dit qu'il l'avait poursuivi afin de le tuer, mais qu'il n'avait pas pu le faire parce que Mark courait vers une école remplie d'enfants. C'est un comble. Un homme de main avec une conscience. La version de Bruce McKinney entre ses mains, le parquet tient Robert Levine. Mais il lui faudra bien plus que le témoignage d'un malfrat pour le condamner. Nous savions qu'il y aurait un problème de crédibilité du personnage, considérant ce qu'il avait fait. Notre seule solution était de fournir toutes les preuves qui accréditeraient sa thèse. Il y a eu des appels téléphoniques enregistrés depuis plusieurs hôtels vers le bureau de Robert Levine et à son domicile, de la part de Bruce McKinney, depuis les hôtels dans lesquels il descendait dans tout le pays. S'il disait « je suis descendu dans tel hôtel », on y allait et on récupérait la facture. S'il disait « j'ai loué une voiture à tel nom », on allait à l'agence de location pour récupérer la facture. S'il disait « j'ai pris l'avion, j'étais assis à telle place »,
On interrogeait les passagers pour savoir si c'était vrai. Plus d'un an après les meurtres, Robert Levin est mis en examen par le jury d'accusation pour complot en vue de commettre un meurtre. Mais au moment de l'arrêter enfin, la surprise est grande. Nous avions un mandat d'arrêt et je me rappelle Chuck Grolucky venir vers moi et m'annoncer « il est parti ». Robert avait senti qu'il ne pourrait plus échapper à la justice. Alors il s'était volatilisé, il était parti au Mexique. À ce moment-là, on était dépités. Pendant des semaines, les enquêteurs tentent de le localiser, sans succès. C'était tellement frustrant. Nous venions enfin de réunir toutes les preuves nécessaires à son arrestation, mais il avait disparu. De plus, il était dangereux. Ils n'ont aucune piste et se retournent donc vers ses amis et sa famille. Nous avons exercé une grosse pression sur la mère de Robert et son frère Billy. Je pense que Robert ne pouvait plus le supporter. Robert Levin se rend aux autorités de Los Angeles. Avant son extradition dans l'Indiana, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Los Angeles. Le centre correctionnel se trouve au centre de Los Angeles. C'est un endroit effrayant. Nous l'y avons accompagné et quand la porte s'est ouverte, il y avait 2 immenses gardiens pour l'accueillir. Je n'avais jamais vu des hommes aussi grands. Quand on leur a confié Robert, il était terrifié. Je l'étais moi-même alors que j'allais repartir. Et je me suis dit, bonne chance ici, on se revoit dans l'Indiana. On n'imagine pas qu'on puisse avoir l'envie irrépressible de tailler le bout de gras avec tous les malfrats de la prison. Mais Robert en était capable. Et d'ailleurs, c'est ce défaut qui le mènera à sa perte. Dans l'attente de son procès, Robert Levin est maintenu derrière les barreaux, accusé d'avoir organisé le meurtre de son frère et de sa belle-sœur. Les enquêteurs sont confiants. Ils ont des preuves tangibles. Il y a un vieil adage. Qui connaît son ennemi comme il se connaît, en 100 combats ne sera point défait. On connaissait bien notre ennemi et on était sûr de nous. Mais dans le camp de Robert, personne n'arrive à croire qu'on en soit arrivé là. L'entourage de Bob n'y croyait pas du tout. Nous parlons d'un homme qui était extrêmement intelligent et qui serait assez stupide pour demander à quelqu'un d'aller tuer son frère en utilisant sa carte de crédit et son permis de conduire. C'est impossible. J'ai demandé au FBI pourquoi ils accusaient Bob. On m'a répondu, si ce n'est pas Bob, alors c'est qui? Je ne me suis pas retenue de dire qu'on ne peut pas détruire la vie de quelqu'un parce qu'on n'a trouvé personne d'autre. Une théorie plausible serait que Bruce McKinney aurait agi pour son propre compte et aurait tenté d'accuser Robert pour se tirer d'affaire. Les avocats de Robert insistent sur le fait que Bruce McKinney avait ses propres griefs contre Donald. Donald avait décidé que Bruce serait chargé d'un énorme projet pour l'entreprise. Avant que Bruce ne prenne ses nouvelles fonctions, Donald aurait découvert que son petit frère Billy avait entretenu une relation plus qu'amicale avec Bruce McKinney. Billy était homosexuel et il avait eu une liaison avec Bruce. Quand Donald s'en est rendu compte, il était dans une rage folle. Il était très en colère contre Bruce pour avoir eu une relation avec son petit frère. Il a donc annoncé à Bruce qu'il serait viré. Bruce serait allé à Munster ce jour-là pour faire changer d'avis Donald. À mon avis, Bruce se trouvait dans une impasse. Il fallait qu'il parle à Donald. Il voulait l'obliger à entendre ce qu'il avait à lui dire. À savoir que sa relation passée avec Billy ne changeait rien à ses qualifications pour ce travail. C'est le rôle des avocats de la défense que de semer le doute et de lancer des rumeurs. Mais cette révélation sortie d'un chapeau fait l'effet d'une bombe. Personne ne sait à quel point le parquet en souffrira, mais en tout cas, tout le monde meurt d'envie de le savoir. Tous les jours, toutes les places étaient prises. Les femmes du quartier venaient le matin avec leur sandwich et un coussin pour assister au spectacle.
L'assassinat d'un couple respecté du voisinage, leur fils qui est blessé, le frère qui est accusé d'avoir engagé un homme de main. Ce procès réunissait tous les éléments d'un show. Depuis le premier jour, tous les yeux sont tournés vers l'accusé. Robert était assis à côté de son avocat, il avait l'air très sûr de lui. Je ne suis pas coupable, je ne les ai pas tués. C'est une machination. Nous avons parlé de l'affaire que j'avais préparée. Il était confiant. Il a clamé son innocence depuis le début. Il disait « J'aimais mon frère, je ne lui aurais jamais fait de mal. » Je l'entends encore me dire « Je l'aimais et je n'aurais jamais fait ça. » Selon l'accusation, l'affaire est simple. Robert avait agi par pure cupidité. Il travaillait uniquement dans le sillage de son frère. Et quand ce dernier lui a dit que c'en était terminé pour lui, il a paniqué et il s'est dit que s'il ne faisait rien, il était fini. Les avocats de Robert plaident le fait que Bruce McKinney aurait agi seul et que ses déclarations au sujet de l'implication de Robert sont pure fiction. Et c'est bien le témoignage de cet ouvrier qui sera déterminant dans l'affaire. Cet homme arrive face au jury. La salle est comble. Et il se met à parler du meurtre de 2 personnes dans les moindres détails. Il raconte la scène comme il raconterait qu'il a mangé un sandwich la veille au soir. Il a littéralement dit à Mark Levine qu'il avait eu de la chance d'avoir pu s'échapper, car sinon il l'aurait tué. Sans aucun remords. Aucun. Il était très détendu, il ne manifestait aucune émotion. Il avait un sang-froid incroyable. Il ne faisait aucun effort pour se défendre, ce qui en faisait un très mauvais témoin pour moi, mais un excellent pour l'accusation. Cette affaire semble pouvoir prendre 2 tournures diamétralement opposées, jusqu'à ce que l'accusation appelle un témoin surprise à la barre. En prison, Robert avait sympathisé avec un autre détenu, John Rinaldo. John Rinaldo était un escroc. Il purgeait une peine pour diverses fraudes et utilisait plusieurs noms en détention. Robert n'avait pas compris qui viendrait témoigner jusqu'à ce qu'il le voie entrer dans la salle d'audience. John nous a alors dit que Robert lui avait confié son mobile, que Donald allait lui couper les vivres parce qu'il avait détourné des fonds et qu'il avait demandé à Bruce de tuer les victimes dans un certain ordre. C'était du pain béni pour nous et on était ravis. Le témoignage de John Rinaldo était accablant. Son témoignage, additionné à celui de Bruce McKinney, qui maintenait sa version selon laquelle Robert l'avait engagé pour tuer, avait trop de poids. Un homme de main bisexuel, un escroc qui balance, le jury de cette petite ville sans histoire aura tout vu. Mais un membre de la famille Levine n'a pas encore été écouté. Le rescapé de la tuerie, le jeune Mark. Son témoignage scellera définitivement le sort du coupable. Durant les derniers jours des auditions des témoins, Mark Levine sort de sa cachette pour affronter son oncle devant la cour. Il raconte au jury que Robert avait appelé son père quelques jours avant les meurtres, en ayant l'air particulièrement intéressé par l'emploi du temps de Mark, ce qui était inhabituel. Il avait appelé à Munster, avait parlé à son frère et vérifié si Mark serait bien chez lui les jours suivants. Mark sera-t-il à la maison? Oui, il revient mercredi et partira prêter serment jeudi à Chicago. Ce n'était pas du tout dans les habitudes de Robert de poser ce genre de questions. Cet appel avait attiré l'attention de Mark, car son oncle n'appelait plus pour prendre des nouvelles. La défense tente de retourner les soupçons vers Mark, en insistant sur les résultats douteux de son passage au détecteur de mensonges. La police a essayé de dire que ça n'avait été qu'une formalité, qu'ils n'avaient jamais soupçonné Mark, mais je pense que c'était faux, et que c'était après lui qu'ils en avaient initialement. Les jurés se sont mis à réfléchir. Robert était peut-être innocent. C'était peut-être Mark qui avait manigancé tout ça. Après tout, il avait survécu, il voulait peut-être toucher son héritage plus tôt que prévu. Mais tous les témoignages concordent. Bruce McKinney a été envoyé pour tuer les 3 Levine. Tous les témoins de la scène et les voisins ont déclaré la même chose. Bruce avait rejoint sa voiture très contrarié. Il avait frappé son capot avec rage, comme pour dire « Je l'ai raté, je n'ai pas réussi à accomplir ma mission ».
L'idée que Mark puisse organiser les meurtres de ses parents, même si on ne peut jamais dire jamais, semblait complètement impossible. Quand on connaissait ses relations avec ses parents, c'était inimaginable. Pendant 12 heures, le jury délibère autour des preuves accablant Robert. Il est finalement déclaré coupable d'avoir organisé les meurtres. Robert Levine a lâché quelque chose du genre « c'est pas vrai ». Certaines personnes m'ont demandé si j'étais sûr de moi. J'ai toujours répondu « ouais, je suis sûr ». Robert Levine avait engagé Bruce McKinney pour tuer son frère. Il avait un certain train de vie qu'il ne pouvait pas imaginer perdre. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour tenter de le conserver. Robert écope d'une peine de prison à vie, sans possibilité de liberté conditionnelle. Quand le juge a demandé à Robert s'il avait quelque chose à ajouter, il a continué à dire « je n'ai rien fait, je n'ai rien fait ». Et il continuait à dire qu'il aimait son frère. Je suis certaine que ce n'est pas lui. Je sais qu'il est innocent. La théorie du complot est plus facile à croire que le fait qu'un homme tue son frère pour de l'argent. Mais tout le monde pense le contraire. C'était l'histoire classique d'Abel et Caïn. Robert aimait jouer au millionnaire et il voulait que tout le monde le voie comme un être supérieur. Cette affaire nous montre à quel point la cupidité peut mener les gens à faire des choses terribles, comme tuer. Robert aurait voulu être comme Donald, mais ce n'était pas le cas. Il n'était pas aussi brillant, il n'était pas aussi doué pour les affaires. Il aurait pu demander à son frère de l'aider. Donald aurait pu l'aider à progresser professionnellement. Mais au lieu de ça, Robert a préféré tuer son propre frère. Dans cette histoire, c'est Mark Levine qui mérite notre compassion. Non seulement il aura perdu ses parents, mais il aura été victime de soupçons pendant plusieurs années, terrorisé à l'idée que le meurtrier puisse revenir pour finir le travail. Ce souvenir doit le hanter encore aujourd'hui. C'était Dominique Dunne. Merci de nous avoir suivis.